Merci à tous d'être là. Merci infiniment Yannick Jadot et Georgina Grenon d'être avec nous ici aujourd'hui. On a déjà pas mal parlé depuis le début de la journée des enjeux environnementaux de ces JO Paris 2024. La question qui va nous occuper pendant une bonne demi-heure, elle est assez simple. Les Jeux peuvent-ils vraiment être écolos ? Ajouter les Jeux, peuvent-ils être encore plus écolos qu'ils ne vont l'être à Paris? On prendra le temps de dire tout ce que fait évidemment Paris 2024. On se posera peut-être la question de savoir si à la fin, pour que des Jeux soient vraiment écolos, peut-être faut-il changer d'échelle, changer de façon de faire des Jeux. Mais on aura le temps de voir ça à la fin. Je vous présente un peu tous les deux. Néanmoins, Yannick Jadot, sans doute beaucoup de gens dans la salle vous connaissent, ancien candidat à la présidentielle, député européen Europe Écologie Les Verts et footballeur devant l'éternel en sport. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Est-ce que le militant écolo que vous avez été, Greenpeace avant, a fait des opérations anti-JO dans sa vie? Non. À un moment donné, on avait fait une opération contre Areva qui sponsorisait des régates et des courses transatlantiques. Parce que Areva, vous savez, c'est le retraitement des déchets. Il y a des effluents radioactifs qui vont dans la mer. Donc, on avait combattu le sponsoring qui est parfois trop greenwashing. C'est un des enjeux des Jeux Olympiques. Également, on y viendra bien sûr. Georgina Grenon, vous êtes directrice de l'excellence environnementale à Paris 2024. Et dans votre parcours, c'est intéressant, vous êtes passé du pétrole, dans votre pays de naissance, l'Argentine, à Madame Environnement au JO Paris 2024. Comment on fait ça? Il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis. Bonjour à tous. En effet, j'ai commencé dans les pétroles il y a 30 ans. En même temps, ça ne me rajeunit pas trop. Mais en même temps, j'étais aussi très très tôt dans les questions de développement durable, énergie renouvelable, efficacité énergétique, carbone, dès tout début des années 2000, quand on n'était pas très nombreux à y croire. Et aujourd'hui, donc, vous pilotez ce qui est un des arguments qu'a porté auprès du CIO pour obtenir les Jeux Olympiques à Paris, et qui est une des promesses de ces Jeux Olympiques, d'être éco-responsable. Enlevons d'emblée une interrogation. Vous ne vous dites pas écolo. La question qui nous est posée, les Jeux peuvent-ils être vraiment écolos? Vous ne parlez pas de Jeux écolos. Plus en tout cas de Jeux écolos. Non, on préfère rester raisonnable, on va dire. On dit des Jeux plus responsables, certes, on cherche à réinventer ces jeux, à les faire différemment, à montrer qu'un autre modèle est possible, utiliser les jeux comme un laboratoire, en quelque sorte, parce qu'on est en train de tester des changements assez majeurs, surtout pour un événement de cette taille, que ce soit dans l'énergie, dans les boissons, on va en parler sûrement, dans les constructions, et puis, voilà, que tous ces changements que l'on fait pour nous, ils puissent changer à la fois les événements, voire plus que ça. On va donner un ou deux chiffres pour avoir une idée. C'est émissions de carbone pour ces Jeux Olympiques, 1,060 000 à peu près, tonnes de CO2, ce qui représente à peu près 2 fois moins que les Jeux précédents, que ce soit Rio, Tokyo ou Londres, et l'équivalent, pour qu'on ait une idée là aussi, des émissions de carbone de 150 000 Français à peu près sur une année. Bon, une fois qu'on a donné ces chiffres-là, on n'a rien dit. Est-ce que pour vous, Yannick Jadot, des Jeux, cette échelle-là peut être écolo ou pas? Est-ce qu'il faut faire des Jeux? Parce qu'au fond, la question d'abord, c'est est-ce qu'on a envie d'avoir des Jeux Olympiques? À partir du moment où des sportives et des sportifs, des spectateurs, des spectatrices se déplacent, il y a forcément un impact environnemental. Moi, j'adore le sport, je suis passionné, et je pense comme tous les passionnés de sport, on est parfois extrêmement tiraillé. Quand on a regardé la Coupe du Monde au Qatar, moi j'ai assumé de regarder la Coupe du Monde au Qatar, on sait combien l'impact environnemental était énorme, les atteintes aux droits sociaux et aux droits humains majeures. Quand il y avait les Jeux Olympiques à Rio, vous savez, il y a eu un grand mouvement dans la société à Rio sur la gabegie financière, la corruption autour de ces Jeux. Et quand on voit les impacts, le golf qui avait détruit une zone naturelle protégée est totalement à l'abandon. On a des stades à l'abandon, on a des piscines olympiques à l'abandon. Donc le passif de l'organisation des Jeux Olympiques est très mauvais sur les budgets, sur l'éthique, sur la corruption, sur l'impact environnemental. Si on est passionné de sport et qu'on considère que ces grands événements
produisent, y compris dans un monde un peu dur, de la fraternité, de l'envie d'être ensemble, du bonheur d'être ensemble. Moi, je suis pour qu'on ait des grands événements sportifs. Mais évidemment, à partir du moment où on a des grands événements sportifs, il faut que ce soit très encadré. Très encadré du point de vue de l'environnement. Donc on va en parler sur, c'est l'énergie, c'est les déchets, c'est l'eau, c'est le ce qui concerne l'impact. Très encadré du point de vue social. On voit à quel point, quand c'est en Russie, en Chine, c'est du travail forcé. C'est abominable du point de vue social. Et très encadré du point de vue des droits humains. On ne peut plus avoir des grands événements sportifs dans des dictatures où alors on considère qu'effectivement les droits humains, les droits sociaux et la protection de l'environnement, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut les organiser dans des démocraties. J'allais dire, il faut à la fois que le CIO commence à faire son boulot, que la diplomatie française, le mouvement olympique français fasse son boulot. On a quand même des responsables politiques et des sportifs français qui sont impliqués dans un soupçon de pacte de corruption avec le Qatar pour le mondial. Donc il faut qu'on ait l'ensemble de l'écosystème du sport qui pense les JO, mais qui pense aussi, et pour moi c'est essentiel, on va en parler, c'est l'héritage de ces Jeux Olympiques. Est-ce que les infrastructures vont faciliter l'accès au sport pour celles et ceux qui n'y ont pas ou peu accès? Est-ce que les infrastructures, les logements vont profiter socialement? Et puis, est-ce que le pays se mobilise pour faire du sport un enjeu de société majeur? Et ça, malheureusement, depuis que Paris a les JO, on n'a pas vu de grande politique de sport en France, à l'école, de grande politique de santé autour du sport et d'une forme d'enthousiasme qui pérennise le sport, pas simplement comme un événement qu'on va regarder à la télé ou que certains vont courir, nager ou sauter, mais encore une fois, un événement qui fait du sport et de ses valeurs des choses pérennes dans notre société. Alors sur une partie des choses que vous avez dites, il y a malheureusement personne pour vous répondre ici. On ne va pas demander à Georgina Grenon de savoir si elle partage vos réserves sur la pratique du sport. Sur l'aspect strictement environnemental de Georgina Grenon, l'objectif pour arriver à ce 2 fois moins d'émissions de CO2 que les Jeux précédents, c'est de se concentrer sur un dossier en particulier, l'énergie, le transport, ou alors de brasser tout, parce que tout doit être brassé. Écoutez, ça a commencé déjà pour comprendre. Nous avons commencé pour comprendre quel pourrait être l'impact des Jeux si l'on ne fait rien, quel était l'impact des Jeux précédents, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Et de cette compréhension, c'est sorti un certain nombre de décisions assez structurantes pour les modèles de Jeux de Paris 2024, à commencer par ne pas construire, ou construire très peu. Et c'est pour ça qu'on utilise 95% d'infrastructures existantes ou temporaires. Donc ça, c'est une décision hyper structurante qui nous a permis déjà de réduire de façon significative les émissions. Quand on est dans un scope 3, on va dire qu'on en prend en compte tout, y compris les spectateurs qui viennent en avion, parce qu'il faut bien les prendre en compte. Mais on prend aussi en compte la totalité des constructions. Par exemple, dans notre impact, on prend la totalité du village. Donc c'est un écoquartier entier qui va vivre je ne sais pas combien d'années. Et nous, on prend en compte la totalité qui sera dans l'héritage des Jeux Olympiques. Dans l'héritage des Jeux. Yannick, donc, il a la commencé... lumière, il y en a beaucoup ici. L'énergie, c'est un poste extrêmement important. C'est un poste important. Attention, ce n'est pas gigantesque non plus. Mais c'est très important. Et nous l'avons réduit de façon drastique, déjà en adoptant une décision importante de raccorder les stades au réseau. Raccorder l'ensemble de nos sites au réseau, ça peut paraître une évidence, mais tout ce que vous voyez aujourd'hui à la télé, des émissions pour la Coupe de rugby ou peu importe, ou quand vous allez au Stade de France pour un concert, c'est fait sur groupe électrogène. Et nous avons souhaité changer cette pratique, en fait, que l'événementiel fonctionne comme un hôpital. Aujourd'hui, un hôpital, il fonctionne sur le réseau, et si jamais il y a un problème, il y a un groupe électrogène. Et pour les Jeux, ça sera pareil. Mais ce n'est pas la pratique habituelle dans les sports ou dans l'événementiel en général. Donc ça, c'est les changements les plus importants, c'est ce changement de pratique pour nous et puis en héritage.
Ensuite, évidemment, on a choisi de l'électricité renouvelable aussi pour montrer que c'était possible de faire ainsi, des groupes électrogènes, des supports avec des nouvelles technologies. Bref, on a travaillé tous les dossiers énergie pour les réduire. Donc là, on vient de parler construction, énergie, il y a la restauration aussi. Nous avons 13 millions de repas. Beaucoup moins de viande. 2 fois plus de végétal. Voilà. On a non, mais je vais vous laisser continuer, mais je voudrais le regard de Yannick Jadot là-dessus, parce qu'évidemment, on est très loin du sport ou des Jeux Olympiques, mais on voit bien à quel point ce débat-là, ce dossier-là, la viande, manger de la viande un peu moins, il crispe à ce point-là en France. Que dans un événement comme les Jeux Olympiques, il y ait ça qui soit affiché, beaucoup plus végétal, beaucoup moins de viande, dans un pays très consommateur de viande. Est-ce que ça peut avoir un impact hors Jeux Olympiques, Yannick Jadot, par exemple? Il faut que ça ait un impact. L'enjeu des Jeux Olympiques, c'est à la fois la course qu'on va regarder, le match qu'on va regarder, et on va vibrer, voilà. Mais c'est aussi, encore une fois, ce que ça nous raconte, le sport. Si vous maltraitez les parasportifs, ben, ça raconte une histoire d'une société qui continue ses discriminations. Si c'est uniquement Coca-Cola qui est sponsor, ça raconte la bouffe trop sucrée, trop grasse, trop salée, qui est un problème de santé majeur. Et il faudrait qu'on ait une grande politique de sport pour traiter aussi de la sédentarité et de l'obésité. Quand vous avez la Coupe du Monde de rugby avec Total qui détruit la planète et le climat, encore une fois, ça raconte quelque chose qui est totalement en opposition. Moi, j'espère qu'aux Jeux Olympiques, par exemple, il n'y aura pas, aux Jeux Olympiques de Paris, il n'y aura pas de sportifs russes. Parce qu'on ne peut pas avoir des Russes, l'État russe, Poutine, mais le pays Russie qui fait des crimes contre l'humanité en Ukraine est considéré, parce qu'on sait combien la politique est aussi dans le sport, combien la politique instrumentalise le sport, être aveugle de ce qui se passe. Et évidemment, aussi sur l'alimentation. D'ailleurs, les sportifs ne mangent plus comme ils mangeaient il y a 15 ans. Moi, j'ai lu un reportage dans l'équipe là, sur comment on mange nos rugbyman. Ils ne mangent plus comme il y a 15 ans, de la même manière. Donc il faut raconter, il faut que les Jeux Olympiques soient un récit, pas simplement du sport, mais de la façon de vivre ensemble, de la démocratie, des droits sociaux, de la protection de l'environnement, de comment on mange, de la fraternité, d'un esprit de compétition ou pas, et comment le sport est totalement privatisé, ou ça reste un bien commun accessible à toutes et tous. Coca-Cola, justement, les sponsors, ça pose plein de questions. Coca-Cola est, Georgina Grandon, un sponsor essentiel du Comité international olympique depuis des années et des années. Mais vous avez obtenu de Coca-Cola qu'il n'y ait pas une bouteille en plastique sur les stades pendant les Jeux Olympiques. En fait, ce qu'on a cherché, je vous l'ai dit tout à l'heure, à réinventer ces jeux, on ne peut pas les réinventer tout seul. Donc c'est très important pour nous d'impliquer tout notre écosystème, à commencer par les territoires qui nous accueillent, à commencer par les partenaires aussi, ceux qui nous aident à faire ces jeux. Un sponsor comme Coca-Cola, il a le droit, dans son contrat de sponsoring, justement de proposer ses boissons. Et nous avons une ambition, c'était de réduire de 50% le plastique usage unique par rapport aux jeux précédents. Ça fait partie aussi de tout cet objectif de réduction à la fois d'impact, mais aussi d'impact carbone, mais aussi d'impact matière. Et nous avons travaillé main dans la main avec Coca-Cola, mais d'une façon très détaillée pour voir sur quel site, pour quel client on peut proposer une option sans plastique usage unique. Et qu'est-ce que nous avons atterri comme système? C'est simple, il y aura 700 fontaines installées. C'est l'équivalent des 5 années d'opération de Coca-Cola en France, donc c'est assez conséquent. On a obtenu la possibilité d'avoir des gobelets consignés pour que les gens puissent consommer, mais en même temps ne pas avoir à toucher une bouteille plastique. Pareil pour les collaborateurs, pareil pour les volontaires. Et puis, la possibilité d'accéder dans les stades avec des gourdes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder dans un stade avec les gourdes. Au jeu, vous pourrez venir avec la vôtre. Et ça, c'est pareil, c'est un changement majeur parce qu'aussi, il y aura des fontaines à eau gratuites disponibles à tout le monde, comme la loi les demande. Sauf que si je peux me permettre, tant mieux que Coca-Cola soit un peu plus responsable pour les Jeux Olympiques, mais Coca-Cola va utiliser l'image des Jeux Olympiques
pour vendre des bouteilles plastiques dans le monde entier. Et aujourd'hui, dans toutes les politiques internationales de lutte contre le plastique, qui est une catastrophe absolue, Coca-Cola est un adversaire méchant. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que dans le monde entier, on puisse continuer à utiliser du plastique. Donc, moi, je n'attaque pas votre, le cahier des charges que vous avez posé à Coca-Cola. Mais la question du sponsoring du sport aujourd'hui devrait rentrer dans le cahier des charges. Pas simplement sur comment ils vont se comporter pendant les Jeux, mais de manière générale. Moi, j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez regardé l'Euro de volleyball. Bon, l'équipe de France, elle est soutenue par la Maïf, une entreprise éthique. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir du sponsoring avec des entreprises qui sont beaucoup plus éthiques. Enfin, combien de fois on a hurlé quand on regardait la Ligue des Champions et que c'était Gazprom qui sponsorisait la Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, il faut que dans les nouveaux Jeux Olympiques qui doivent continuer à exister, mais sous une forme différente, il y a l'impératif climatique, il y a l'impératif du plastique, mais il y a un impératif éthique qui doit concerner aussi, pas simplement les pays organisateurs ou la ville organisatrice, mais aussi les sponsors. Bon, des Jeux avec la Maïf, c'est sans doute pas pour demain, mais allez-y, Georgina Grandon. On n'est pas obligé d'avoir que Coca-Cola. Que Coca-Cola ait des milliards à faire trop sucré et à faire du plastique partout. Ne faisons pas ça trop leur permet aussi de sponsoriser, comme ça permet à l'Arabie Saoudite d'acheter les plus grands sportifs et d'acheter notre complaisance. Mais on est d'accord qu'il faut commencer aussi quelque part et il faut montrer qu'un autre modèle est possible. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec ces jeux. Parce qu'il faut commencer. Je veux dire. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on va continuer à nous dire que ce n'est pas possible. Et là, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'à l'échelle des jeux, j'insiste, parce que les faire parfois pour un festival, les faire pour un petit événement encore, les faire à l'échelle où nous sommes en train de l'organiser, on nous a dit souvent que ce n'était pas possible. Donc, déjà montrer que c'est possible et on espère, ça va donner peut-être des idées à d'autres de le faire pareil. C'est intéressant parce que ça traduit aussi l'échange qu'on a là et puis la réalité des Jeux Olympiques, la façon dont ils sont faits, une réalité d'un équilibre d'un moment sur ces questions-là. Évidemment, on sait qu'on est dans un moment où ces questions de transition et d'impératif environnemental, ils se heurtent aussi à des traditions, à des façons de faire depuis des décennies et à des réalités financières du moment. Et ça traduit, je trouve que ça traduit assez clairement tout ça. Là, dans la façon de faire, Georgina Grandon, avec tout ce qui est association, expertise environnementale, est-ce que ça a été, pendant cette mise en œuvre des Jeux Olympiques de Paris, quelque chose de l'ordre d'un dialogue permanent? Ça l'a été depuis la candidature, d'ailleurs. Depuis la candidature, parce qu'il y a des associations qui ont aidé à monter les dossiers des candidatures. Même, ce n'est pas un secret, WWF a proposé énormément de choses qui ont été retenues dans les dossiers des candidatures. Donc ça... Et puis, nous avons continué, tous ces temps-ci, à échanger avec des associations en matière environnementale, j'entends, mais aussi avec des experts. Nous avons d'ailleurs créé un comité pour la transformation écologique des Jeux. Vincent Courboulet, qui était là à la table ronde précédente, est membre pour le numérique. Mais on a aussi d'autres membres pour différents dossiers d'expertise, on va dire. Et ils nous accompagnent et ils nous challengent, en fait, un peu comme un coach qui essaye de vous améliorer, qui essaye de vous sortir les meilleurs de vous. Ben, toutes ces associations, ces experts nous ont aidés à nous améliorer, à nous challenger, en nous posant des questions, en nous proposant des idées. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse des Jeux, c'est de rassembler tout un tas d'acteurs pour obtenir des meilleurs résultats. On parlait tout à l'heure de cette idée de choses qui étaient impossibles, qui paraissaient impossibles. Je vous donne un exemple aussi, et ce n'est pas Paris 2024, d'ailleurs c'est la seule vidéo qu'il a fait, c'est les villages des athlètes. On nous disait que c'était impossible de sortir des terres, un écoquartier en 4 ans, avec 30% de moins de carbone au mètre carré par rapport à une bonne construction actuelle. Et pourtant, c'est fait. Est-ce que ça, Yannick Jadot, c'est un modèle de ce que vous souhaitez quand vous dites une charte stricte, droits sociaux, environnementaux pour toutes les grandes compétitions sportives? Autrement dit, que tout ce qui est militant, expert de l'environnement soit associé de très près à ça, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut évidemment que les associations, les habitantes et les habitants, directement et à travers leurs élus, les territoires soient associés, parce que ça a un impact majeur sur leur vie,
sur leur vie avant, sur leur vie pendant et après les Jeux Olympiques. Donc c'est essentiel. Après, il y a eu des conflits plus durs sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers, par exemple. Comment une installation olympique allait remettre en cause ce qui est... C'est la mairie d'Aubervilliers, ce n'est pas un projet olympique. Ce qui est oui, mais enfin c'est lié aux Jeux Olympiques. Ce qui est un patrimoine de jardins ouvriers... Pardon, c'est un projet porté par la mairie d'Aubervilliers. Ce sont des jardins, c'est un patrimoine naturel, social, culturel majeur. Donc il faut en permanence se battre pour mettre des limites, parfois, à certains projets. Mais le défi, il est devant nous. Je veux dire, heureusement, Paris est une ville qui a la préoccupation environnementale. Heureusement, y compris, c'est comme ça que ça se fait, dans Paris, vous avez un groupe écologiste qui pèse sur les décisions, parce qu'on est dans la majorité municipale, donc qui pèse sur toutes les décisions d'organisation. La question, c'est les prochains Jeux Olympiques, les prochains grands événements sportifs. Est-ce que le CIO va enfin intégrer pleinement ces défis, ces contraintes pour changer du tout au tout, y compris, par exemple, si on projette des Jeux Olympiques en Afrique du Sud. Ça serait bien qu'à un moment donné, l'Afrique puisse recevoir des Jeux Olympiques. Ben, évidemment, comme le Brésil avait reçu de manière catastrophique les Jeux Olympiques en Amérique latine. Bon, eh ben, il va falloir comment on s'organise internationalement pour éviter évidemment l'impact environnemental, les droits sociaux, mais aussi le financement quand même de ces Jeux Olympiques sans que ce soit des multinationales qui imposent leur charte. Donc on a le modèle de concertation, de co-construction et de mise en place de garanties de pérennité des infrastructures, qu'il y ait l'héritage matériel, comme on dit, ou immatériel. Ça dépend des Jeux Olympiques, mais attention, ça dépend aussi du pays d'accueil. Ouais. Enfin, une des questions sur les Jeux Olympiques, c'est les transports. Ce n'est pas la responsabilité des Jeux Olympiques qu'il y ait un affaissement de la qualité des transports en Île-de-France. En revanche, les Jeux Olympiques vont mettre une pression supplémentaire. Donc, au fond, les Jeux Olympiques, encore une fois, doivent s'inscrire dans des politiques publiques nationales, des politiques publiques régionales qui vont faire que l'impact des Jeux Olympiques sera excellent, bon ou alors neutre. C'est-à-dire qu'une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, c'est terminé, ou très mauvais. Mais attention, parce que si je vous donne la parole juste après, si on exige un niveau et financier, de moyens financiers et de conscience dans la politique environnementale à ce degré-là, on risque de réserver les Jeux à Paris, Los Angeles, Brisbane, comme ça va être dans 8 ans. Autrement dit, le club des Occidentaux. Moi, je suis pas pour qu'il y ait des Jeux Olympiques en Russie. Je ne suis pas pour qu'il y ait des Jeux Olympiques en Chine quand il y a un génocide des Ouïghours. Je ne suis pas pour qu'il y ait l'exposition universelle que la France soutient à Riyad, alors qu'ils bombardent et qu'ils mitraillent les réfugiés dans le désert. Voilà. Non mais l'Afrique, vous en parlez. Oui, mais c'est des valeurs. Oui, bien sûr. Je veux dire, à un moment donné, soit on aime le sport aussi pour ses valeurs, qui sont des valeurs de fraternité, et à ce moment-là, on doit collectivement assumer que des dictatures qui font du sport un outil de promotion politique et qui vont ravager l'environnement, maltraiter les travailleurs et enfermer les opposants, ben ce n'est pas compatible avec le sport. L'héritage environnemental Paris 2024, il est garanti, Georgina Grenon ? Garanti, on verra. Vous poussez le CIO. Mais en tout cas, déjà, il y a un certain nombre de changements que le CIO est en train de prendre pour transmettre aux prochains organisateurs. Nous sommes en contact déjà avec les futurs organisateurs aussi. Nous travaillons avec Los Angeles, avec Brisbane pour partager toutes ces expériences. Mais au-delà de ça, je veux dire, des prochains jeux, si on se concentre déjà sur l'héritage de ces jeux, il y a le matériel, mais il y a aussi l'immatériel. Je pense par exemple au Coach Climat événement. C'est un outil qu'on a lancé en juin dernier. C'est pas un gadget, ça ? C'est pas du tout un gadget. Vous l'avez vu ? Non. Eh bien, alors... C'est le nom qui me fait dire ça. Coach Climat, Coach Climat je fuis. Événement. Eh ben, écoutez, dommage si vous fuyez, parce que c'est pas l'avis des organisateurs d'événements en France. On a 2,5 millions d'événements sportifs en France, autant d'opportunités pour agir sur le climat. Et cet outil, il permet à n'importe quel événement sportif d'estimer son impact carbone et d'avoir des conseils pour le réduire.
Alors, il y a déjà, en 2 mois d'utilisation, il y a plus de 400 événements qui se sont saisis. Et ça peut être des événements non sportifs. Ça peut être d'événements sportifs, mais ça peut être d'événements tout type d'événements. Je suis pour les coachs climat. Aujourd'hui, vous aurez pu l'utiliser. Vous m'avez convaincu. Je suis pour. Alors, il est gratuit en plus. Alors, pourquoi s'en priver? Donc, c'est pour ça que autant on peut parler beaucoup des héritages, des grands héritages, tout ça, mais il y a aussi des choses petites que l'on peut faire et qui peuvent laisser un changement beaucoup plus important que la dépense. Coach Jadot. Il y aura... les JO laisseront une belle trace, pas simplement dans la joie des événements et de ce qu'on aura vu, si par exemple la voie olympique qui va être installée sur le périphérique sera maintenue pour faire du covoiturage et les transports collectifs. Je veux dire, vous savez la difficulté de faire du sport en Île-de-France. Si vous voulez jouer au foot à Paris, vous jouez sur des terrains synthétiques le long du périphérique. Vous respirez des saloperies, vous jouez sur des terrains synthétiques qui sont des saloperies. Donc, il faut arriver à se déplacer. Donc, si on arrive à faire qu'il y ait un meilleur accès au sport en Île-de-France et à Paris, si on arrive à faire en sorte qu'effectivement, il y aura plus de mobilité douce, d'éco-quartier, et qu'on aura favorisé la pratique du sport dans les écoles, en dehors des écoles et pour les adultes, à ce moment-là, on aura réussi. Mais ça... Si on s'en tient en disant on aura des JO, mais c'est votre responsabilité, hein, les JO. Après, vous êtes en vacances. Mais si on encore une fois, si on n'intègre pas les JO dans une vraie politique publique du sport, de renforcement, d'accès au sport, de santé, d'épanouissement, à ce moment-là, on sera planté. Coca-Cola aura fait de l'argent, on aura vibré pendant les événements sportifs, mais ça ne laissera pas beaucoup de traces. Et vous, Georgina Grenonde, des jeux réussis à votre aune, c'est quoi? C'est que les engagements soient tenus, c'est que les spectateurs aussi s'approprient les outils nouveaux qu'il y aura pendant ces jeux? Déjà, réussite tout court, je veux dire, il faut que les Français soient heureux, hein, que ça soit quelque chose qui mobilise la France dans laquelle on va tous vivre. Ça serait réussi aussi si les Français s'aimaient au sport, il faut le dire. Avant même tout ça, le sport, c'est un facteur de santé. Et il faut qu'on profite tous de se saisir de cette occasion pour faire plus de sport, moi la première. Et puis sur le plan environnemental, effectivement, déjà, il y a un certain nombre de changements de base sur la façon de construire. Comme je disais, la scène propre, hein, organisée par la ville de Paris et l'État, c'est un héritage très important aussi pour tous les Franciliens. Et ensuite, en particulier sur la méthode d'organisation d'un événement, qu'on ne puisse juste pas faire comme avant, qu'on ne puisse pas organiser un événement sans se poser des questions sur l'impact climat, mais aussi ressources, plastique, sur la restauration, sur ce qu'on sert, que les gens se posent des questions, qu'ils adoptent d'autres pratiques aussi pour partager son sport et pour célébrer ensemble. Je veux dire, on doit faire, si on veut continuer à célébrer ensemble le sport, il faut que ces pratiques soient pérennes. Allez, parlons sport 1 minute. On a parlé sport aussi un peu, parce que notre échange se termine. Un souvenir, l'une et l'autre, de Jeux Olympiques. Celui qui reste dans votre mémoire. Cérémonie d'ouverture de Barcelone 92. Pourquoi? Juste magique. Pas Albertville 92. Qui est resté dans tous les... Excusez-moi, je n'étais pas en France à cette époque-là. Vous y assistiez? Vous y avez assisté? Aucun souvenir. Vous y avez assisté? Non, pas du tout. Je l'ai vu à la télé. J'étais à l'Argentine à cette époque-là. Et j'étais impressionnée. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'était organisé. Ils sont des acteurs de la Fura del Baus. Ils sont une compagnie catalane absolument incroyable qu'on avait l'habitude de voir à Buenos Aires aussi. Et on était absolument impressionnés par les images qu'on voyait à la télé. Donc désolé, c'est pas de sport. Non, mais une cérémonie d'ouverture plus qu'un exploit sportif. Mais ça mélange tout, la cérémonie d'ouverture. Moi, c'était... En tout cas, vous me posez la question, c'est un souvenir absolument magique. Yannick Jadot? Moi, parce que ça correspond à ma jeunesse, c'est la médaille d'or de Guy Drut. C'est la télé, à ce moment-là, était quand même... il y avait assez peu d'événements sportifs, mais il y avait ces événements sportifs-là. Moi, j'étais supporter, et je suis toujours supporter de Saint-Étienne. C'était la télé dans les années 70. La place qu'avait le sport, c'était des événements absolus. Et je pense que la première course
dont je me souviens à la télé, c'est la médaille d'or de Guy Drude. Sur Montréal 74, c'est ça? Montréal 64, 76. Montréal 64, 76, Montréal 76, qui n'a pas été un modèle en termes d'organisation. Ah, Parce que les installations de Montréal, ils les payent encore plus de pendant 30 50 ans. Ouais. Ils ont payé la facture pendant 30 ans. Mais ça vous Mais ça, laissé... la gabegie financière, faut espérer que Paris soit les premiers JO où on multiplie pas par 2 ou 3 la facture. Mais ça vous aura laissé le meilleur souvenir. Mais si vous me parlez du souvenir sportif des JO, mon premier souvenir, c'est celui-là. Médaille d'or de Guy Drude, 110 mètres haies, qui est une discipline où les athlètes français... Il faut espérer qu'en athlée, on retrouve un peu d'enthousiasme et d'énergie pour les JO l'année prochaine. On ne pourra faire qu'aussi bien ou mieux qu'au championnat du monde qui vient de se terminer. Il y a très peu de temps. On doit pouvoir faire mieux. Une médaille, ouais, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Georgina Grenon, directrice de l'excellence environnementale à Paris 2024. Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts.